Enchanté, je suis Guillaume Couder, d'origine auvergnate, mais voilà, parisien. J'espère que tout le monde ne va pas quitter la salle en l'espace de quelques secondes après que j'ai dit ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel aujourd'hui, essentiel pas que dans la région, essentiel pour toutes les entreprises, même les plus grandes. J'ai échangé dernièrement encore avec des groupes barrières, avec des Thales, avec des Club Med. Toutes les entreprises aujourd'hui ont des difficultés de recrutement sur tout type de métier. Et donc c'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui sous un angle un peu plus rural, voir de quelle manière vous, en tant que chef d'entreprise, élu, salarié, vous pouvez contribuer à votre échelle à rendre le territoire et votre entreprise plus attractive auprès des talents. Et puis ces talents, une fois qu'ils sont au sein de vos entreprises, comment les garder. Voilà, j'espère que le programme vous plaît. D'ailleurs, si je vous dis bonjour, du coup, par rapport à la vidéo, je vous dis bonjour, vous me dites bonjour. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, pour me présenter en quelques secondes, donc je suis Guillaume, j'anime un blog sur les sujets liés à la marque employeur depuis 2009. On verra du coup après la marque employeur de quoi il s'agit, puisque c'est un terme quand même un peu barbare pour les néophytes. Donc sur ce blog, je traite de pas mal d'actualités dans le monde des entreprises. Vous savez par exemple les 12 séries sur le monde du travail à voir absolument. J'ai travaillé par le passé dans des entreprises beaucoup plus grande ampleur comme Orano, comme Total Energy, pour ensuite m'orienter dans une société qui s'appelle Agorize, qui est en fait une start-up, une jeune entreprise innovante qui organise des challenges d'innovation, des challenges de recrutement, etc. Et j'ai créé en parallèle de cette start-up ma propre structure qui vise à intervenir, comme je le fais aujourd'hui, à créer du contenu. J'ai notamment un podcast sur les sujets RH, j'écris aussi pas mal de contenu pour les sites de recrutement de Decathlon, pour Glassdoor, qui est un gros site emploi aussi, qui appartient à Indeed, que vous connaissez certainement aussi. Et voilà, je suis assez présent sur les réseaux sociaux, je suis co-auteur d'un ouvrage sur la marque employeur qui est juste ici et que je vais faire gagner aujourd'hui. Certains dont j'ai pas encore noté le nom dans l'application, mais on le fera juste après. Donc, je suis ravi de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour échanger. La séance va se décomposer en deux moments. Un premier moment d'intervention, comme c'est le cas maintenant, et un moment ensuite de table ronde avec 4 invités que je qualifierais d'exceptionnels, en tout cas ultra complémentaires en termes de profil, qui nous apporteront leur vision du recrutement actuel et du recrutement de demain, même pourquoi pas. Alors voilà, le petit jeu concours, comme je vous l'ai dit, il s'agira donc de remporter ce bouquin, on le fera juste après l'intervention. Alors il y a une réalité, aujourd'hui quand on part en vacances, quand on voit un beau paysage, une belle plage, une belle montagne, ce que vous voulez, le réflexe qu'on a tous et toutes, c'est de prendre une photo et de partager. Et il y a Magali Blanchet, qui est responsable de la communication chez Harmonie Mutuelle, qui dit voilà, quand on vit une expérience positive, on a envie de la partager. Et ce réflexe-là, on devrait tous et toutes l'avoir au sein même de nos entreprises. C'est ce que tous, pas que chefs d'entreprise, pas que responsables du recrutement, mais tous les salariés de l'entreprise devraient, pour faciliter justement le recrutement, avoir ce réflexe de créer du contenu, en tout cas dès qu'il y a une nouvelle embauchée, un anniversaire, un pot de départ, un super événement au sein de l'entreprise, une belle réussite, un contrat qui est signé, ou je sais pas, un client satisfait, et c'est tout simplement de poster, d'avoir le même réflexe que celui qu'on a en vacances, mais au niveau de notre entreprise. Le contexte aujourd'hui, au niveau du recrutement, il a beaucoup changé. Ça peut faire un peu provoque de dire voilà, le recrutement aujourd'hui c'est une opération séduction, et pourtant c'est vraiment le cas. Tout l'enjeu au niveau du recrutement aujourd'hui, c'est de se donner de la visibilité et de se rendre le plus attractif possible pour que les candidats postulent chez vous. Et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui, on va voir de quelle manière les attirer, ces candidats. Alors dans la salle, vous êtes, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de recruteurs, en tout cas des gens avec qui j'ai échangé, vous n'êtes pas spécialement dans le domaine du recrutement, mais vous avez tous et toutes affaire à cette problématique de recrutement. Le recrutement, il faut savoir que c'est quand même une thématique qui est hyper épanouissante pour les professionnels aujourd'hui. Tous les professionnels, la grande majorité d'entre eux, à 72%, sont satisfaits de leur métier. Mais les recruteurs le sont encore plus, à 78%, d'où l'intérêt vraiment d'investir cette mission à plein, avec enthousiasme, avec un énorme sourire comme celui que je peux avoir aujourd'hui. J'aimerais quand même montrer quelques statistiques qui peuvent être intéressantes, qui nous viennent de la DARES, donc ce sont des statistiques qui logiquement sont assez fiables. Vous voyez que par exemple, si vous cumulez en termes des canaux ayant conduit au recrutement selon la tranche d'âge du candidat recruté, si vous cumulez le premier critère, donc les candidatures spontanées et les relations, pour les 15-29 ans,
ça compose la moitié des candidatures. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la moitié des candidatures qui arrivent en entreprise par le biais de candidatures spontanées et de relations. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se donner de la visibilité pour recruter. Il ne s'agit plus aujourd'hui de diffuser une offre d'emploi sur ce qu'on appelle un job board, un site de recrutement, une revue ou ce que vous voulez. Il faut vraiment se donner de la visibilité, le bouche à oreille fonctionne plus que jamais. Et donc voilà, il faut vraiment se bouger. Le job de recruteur est presque devenu un job de marketeur aujourd'hui. On adresse des offres d'emploi comme on adresserait ses produits, on adresse les candidats comme on adresserait des prospects et des futurs clients potentiels. La définition de la marque employeur, c'est assez simple en fait. Derrière la notion de marque, il y a cette notion d'identité. Si je vous parle d'un logo avec une virgule, vous me dites Nike. Voilà, vous dites Nike directement. C'est à peu près la même chose au niveau marque employeur, c'est l'identité perçue par les individus, quel que soit d'ailleurs leur statut, des candidats potentiels, des salariés, etc., perçus sous un angle employeur. Des chaussures Nike, par exemple, vous allez vous dire, elles sont design, elles sont plutôt de bonne ou de mauvaise qualité, elles sont plutôt adaptées à la course à pied ou au football, etc. Et bien l'entreprise, c'est exactement la même chose. Comment est-ce que vous allez percevoir? Je ne sais pas, on a justement sur notre table ronde tout à l'heure, on a PEM, Board, les ateliers de la Bruyère, etc. Comment est-ce que vous percevez ces entreprises? Voilà, en fonction de leur ambiance de travail, de leur politique de rémunération, des opportunités d'évolution, de la capacité ou non à proposer du télétravail. On a même des entreprises qui ont adopté la semaine de 4 jours. D'autres entreprises proposent des programmes d'intrapreneuriat. Il y a plein de concepts. Voilà. Donc tout est une question de perception et en ça c'est quand même assez rassurant puisque qui dit perception dit que ça peut évoluer. Une perception, elle évolue. C'est-à-dire que la marque Nike, par exemple, il y a 10 ans, je pouvais très bien ne pas trop l'apprécier. Et aujourd'hui, l'adorer. Un autre sujet aujourd'hui, c'est dans le domaine du recrutement et des entreprises, même au sens large, tout a évolué vers le digital. Et ça, je comprends que pour pas mal d'entre nous, d'entre vous, ça puisse être anxiogène, le digital. C'est potentiellement la porte ouverte à un manque de maîtrise des contenus qu'on diffuse. Ça peut être la porte ouverte au bad buzz, aux mauvais commentaires qu'on n'arriverait pas à gérer, à tout un tas de contenus qui nous déborderaient, finalement, qu'on ne pourrait plus contrôler. Mais voilà, force est de constater que tout se joue sur le digital aujourd'hui. Les candidats, lorsqu'ils cherchent un emploi, ils vont forcément le chercher sur Internet. Et quand j'entends sur Internet, ça va être les réseaux sociaux. J'imagine que dans vos têtes, vous avez anticipé ce sujet des réseaux sociaux. Je pense à un LinkedIn, je pense à Facebook, qui marche encore très bien. C'est quand même le réseau social le plus utilisé en France encore aujourd'hui. À des Instagram, etc. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à investir les réseaux sociaux. Et dans vos entreprises, si vous n'avez... Il y a certaines entreprises qui n'ont pas de site web. Ça, pour moi, c'est clairement un prérequis. Au-delà même du site web, c'est sur votre site d'avoir une rubrique emploi, une rubrique carrière qui met en avant vos opportunités de recrutement. Parce qu'un client qui arrive sur votre site web, potentiellement, s'il tombe sur une interface de recrutement, il va en parler à son entourage, peut-être à sa famille, à des cousins, à des enfants, etc. Leur proposer de consulter cette page-là. Donc voilà, il faut vraiment investir le digital et ne pas avoir peur. On pourra en discuter tous ensemble, puisqu'il y a des manières de faire. Évidemment, il ne s'agit pas de tout dire. Enfin, il y a quand même une certaine stratégie à avoir pour s'impliquer sur Internet. Là, je vais vous poser une petite question. Je suis allé sur un outil qui s'appelle Google Trends, qui permet, lorsqu'on tape un mot-clé, de voir à partir de quand ce mot-clé a été le plus cherché sur Google. Et là, donc, on a deux notions. Alors, en anglais, employer branding, parce que la notion est anglo-saxonne à la base, elle est arrivée ensuite en France. Et e-réputation, c'est la réputation qu'une entreprise ou qu'une personne peuvent avoir sur Internet. Si vous tapez par exemple vos prénoms et vos noms, on tombe derrière sur des résultats. À votre avis, pour quelles raisons est-ce que ces deux notions ont commencé à être tendance sur Google à partir des années 2007, 2008, 2009 ? À votre avis, au niveau contexte dans les entreprises, qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là qui aurait pu bouleverser un peu les choses? Je vais vous donner un indice. Les sites web, il y a l'essor d'Internet avec les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux sont nés pour la plupart entre 2001 et 2005. Ça joue. Si je vous dis le mot génération, est-ce qu'il y a une génération à laquelle vous pensez? Les milléniaux. Alors les milléniaux, c'est la génération actuelle. La génération Y. Et c'est la génération Y, ouais. Effectivement, la génération Y que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir en vidéo. Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y.
Pourquoi Y? Parce que celle d'avant, des gens nés entre 1960 et 1980, s'appelait la génération X. X parce que paumé, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute des murs. Alors qui suis-je si je suis né entre 1980 et 2000? Eh ben, je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur, ni une menace de bombe atomique, et souvent je me pense plus intelligent que mes parents. Y pour why. Parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre s'il m'amène à me demander « Hein? Mais pourquoi ?» En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement ADSL 56K, 1 heure par mois. Quoi? 1 heure par mois? Ah oui, d'accord. C'est là où j'ai appris qu'Ico c'était un labrador, que j'ai chatté sur Caramel, MSN, Skype, puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Imu, puis Torrent. À l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310, je trichais en cours avec ma TI 89, et j'écoutais mon iPod à la récré. Ou mes mini-disques, ou Walkman. En terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà 2 vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en peer-to-peer. Je n'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia, mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma 3e main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je ne me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il me faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à le changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Voilà, une génération du coup particulièrement connectée. Je vois que vous êtes aussi dans la salle avec les petites interférences qui ont eu lieu pendant la vidéo. On est tous devenus connectés. Clairement, voilà, les outils sont extrêmement utilisés. Il suffit de prendre les transports en commun, de se balader et de passer la tête au-dessus de l'épaule de votre voisin ou de votre voisine pour vous apercevoir qu'il y a de grandes chances qu'il ou elle soit sur un réseau social. Le constat est clair. Aujourd'hui, en entreprise, on sélectionne activement des candidats en recherche passive. Ça a beaucoup changé, puisqu'avant, il suffisait tout simplement de déposer une offre d'emploi et puis on recevait des candidatures. On verra justement pendant la table ronde tout à l'heure avec quelques témoignages qui étaient beaucoup plus simples de leur côté. Il suffisait de poster une annonce en mairie, par exemple, pour obtenir des candidatures. Donc tout ça, c'est quand même assez anxiogène, mais ce que je vous propose aujourd'hui, du coup, c'est de reprendre la main un petit peu sur tout ça, en découvrant l'actualité. L'actualité, mais tout type de profil. On ne va pas se concentrer que sur les bacs plus 4 et 5. L'actualité, c'est de savoir ce que pensent les candidats, de se mettre dans leur tête, de s'adapter en fait à leurs attentes. Ça nécessite déjà de connaître ces attentes. Les bacs plus 4 et 5 sont en général intéressés plutôt par une organisation mature, un grand groupe fondé en France, des activités internationales, le secteur privé et une grande ville. Bon, j'ai dit ça. Là, je viens de tous vous perdre et de vous décourager. Maintenant, on passe à autre chose. On passe à la slide suivante. Plus on descend en niveau d'études, j'entends de diplômes, et plus on est intéressé par des petites structures. Là, on voit qu'un quart, par exemple, des diplômés Bac plus 2 et 3 sont intéressés par des startups. Là, on rééquilibre aussi au niveau de l'intérêt PME versus grand groupe. On a la moitié des candidats, à peu près, qui sont intéressés par des PME. Fondées en France, pour la plupart même pour tous, c'est clairement votre cas. Le secteur public intéresse un quart versus le secteur privé. Et puis, on est beaucoup plus intéressé à Bac plus 2 et 3 par des petites villes, des villes moyennes. Et plus on descend, évidemment, plus on est intéressé par des structures à taille humaine. Donc ça, c'est hyper encourageant pour vous. Et ça nécessite, je pense, alors, lorsque je rencontre des entrepreneurs qui recherchent justement des Bac plus 4 et 5, des gens bardés de diplômes, la première chose que je leur dis, c'est « Ok, pourquoi vous recherchez ce type de profil? Est-ce que ces compétences, vous ne pourriez pas les retrouver aussi chez des Bac plus 2-3, des niveaux Bac ou même des gens qui n'ont pas le Bac ?» Il y a quelques semaines, j'étais chez Decathlon en Isère. Donc c'était pour une intervention auprès de tous les directeurs de magasins de la région Isère-Hautes-Alpes. Et eux me disaient, nous on recrute des Bac plus 4-5, mais aujourd'hui on n'arrive plus du tout à les attirer. Ok, la première des choses à faire, dans ce cas, c'est peut-être de revoir vos critères de recrutement, de baisser d'un cran et d'aller chercher des Bac plus 2-3 qui, a priori, auront certainement les mêmes compétences que les Bac plus 4-5 sur les métiers que vous recherchez, qui ne nécessitent pas forcément une expertise technique. Et même une expertise technique, si elle est nécessaire, c'est pas à Bac plus 4-5 qu'on l'apprend. C'est souvent sur le tas, et ça, je pense que vous en êtes hyper conscient dans vos entreprises.
Alors, là, on va maintenant s'atteler aux top priorités, donc de ce qui intéresse vraiment ces talents. Quand on prend les bacs plus 4-5, les commerciaux, évidemment, perspective de futurs revenus élevés, ça c'est c'est pas du tout étonnant. Travail ambitieux et challengeant, diversité des missions, etc. Les ingénieurs recherchent dès le départ un travail ambitieux et challengeant. Donc pour vos entreprises, proposer ce type de mission, c'est clairement valorisant. L'ambiance de travail agréable, ça je pense que pour justement des petites structures ou des structures de taille moyenne, c'est beaucoup plus sympa que de bosser dans un grand groupe complètement impersonnel. Les perspectives de futurs revenus élevés ensuite, et puis pour les profils informatiques et télécommunications, eux, le salaire, clairement, puisque aujourd'hui, ce sont un peu les maîtres du jeu, hein, les profils informatiques, ils font jouer le salaire comme ils le souhaitent. Travail ambitieux et challengeant et perspectives de futurs revenus élevés. Tous ces critères, évidemment, sont à répercuter derrière dans vos offres d'emploi, dans les discours que vous allez pouvoir créer, dans tout ce que vous allez publier potentiellement sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà, tout ce que vous allez dire, la manière de vous adresser à vos candidats potentiels, doit refléter absolument ces critères de choix. Encore une fois, si vous parlez le même langage que vos candidats potentiels, vous allez les attirer. Vous allez être sur le même pied d'égalité, vous allez les adresser avec leurs propres intérêts. Et donc forcément, ça va les inciter à postuler chez vous. Les critères de choix, cette fois-ci, d'un employeur bac plus 2, 3. Alors pour les étudiants, encore une fois, l'ambiance de travail agréable, ça c'est quelque chose à valoriser. Si par exemple dans vos entreprises, vous avez une pratique sportive régulière, si vous organisez régulièrement des événements en équipe, le week-end ou même en journée, si vous vous connaissez tous, et c'est a priori le cas, en tout cas des échanges que j'ai eu en préparation de la table ronde, il y a quand même cette bonne complicité entre les gens, et ça c'est assez top. Les perspectives de futurs revenus élevés, puis on a deux autres critères qui remontent pas mal pour les étudiants, le salaire de base compétitif, mais aussi le respect des salariés, et ça c'est une vraie carte à jouer je pense pour les petites structures, puisque dans les grosses boîtes on a vu il y a beaucoup de scandales. Voilà, donc ça c'est quelque chose à valoriser, vraiment n'hésitez pas à insister là-dessus dans vos offres d'emploi et dans toutes vos communications. Et puis pour les actifs, on a aussi à peu près les mêmes critères. Donc tout ça à garder en tête et à répercuter derrière sur vos communications. Un autre sujet qui est même beaucoup plus d'actualité encore, c'est celui des sujets qui prennent de l'importance avec la crise, en pourcentage du coup. Si on va adresser donc les étudiants, on a en premier critère donc les opportunités d'avoir un impact au sein de mon organisation. Ça c'est quelque chose que je vois régulièrement. J'ai des élèves aujourd'hui qui refusent de postuler chez un Total Energy, chez un Engie, dans une boîte qui pollue, enfin, pourquoi je mets les guillemets en fait, qui polluent tout simplement, et qui veulent vraiment avoir un impact, qui refusent de bosser chez McDo, etc., tout simplement parce que ces entreprises-là n'ont pas d'impact hyper positif ou même un impact super négatif sur l'environnement. Donc si votre entreprise elle a ce côté hyper vertueux, qui fait bouger le monde, qui est particulièrement engagé pour l'environnement, mettez-le bien en avant. On a la sécurité de l'emploi qui remonte aussi pas mal en flèche. Forcément avec le Covid, il y en a, les situations de travail ont été un peu compliquées. Donc la sécurité de l'emploi est bien remontée. Et la mission, la raison d'être inspirante, tous ces critères-là, il faut y prêter attention. Et si ça vous correspond, une petite structure peu connue, dont le nom évoque pas forcément grand-chose aux yeux des candidats, c'est la découverte. Je me demande ce que fait cette entreprise. Pour être connu, il faut se montrer. Si vous ne vous montrez pas, évidemment, personne ne vous connaîtra. C'est aussi simple que ça. Se montrer aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple avec l'ère des réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut faire sur Internet. On a une opportunité de malade aujourd'hui de se rendre ultra visible. Il y a plein de petites startups, ce qu'on appelle donc les startups, les entreprises innovantes, qui font le buzz, qui cartonnent aujourd'hui, qui sont devenues hyper attractives tout simplement parce qu'elles développent des concepts de communication super sympas. Elles font des petites vidéos, elles écrivent des articles, elles mettent en avant leurs collaborateurs, elles lancent des podcasts par exemple. Et tout ça, ça contribue à donner une bonne image de l'entreprise. On l'a vu, recrutement égale opération séduction. Ça véhicule une bonne image de l'entreprise et ça donne envie aux candidats de postuler. Donc voilà, le premier prérequis à ce que les candidats viennent chez vous, c'est cette étape de la découverte. Une fois que le candidat, en devenir, a découvert votre entreprise, il va potentiellement s'y intéresser. Et là, donc, le travail n'est pas fini. Il faut montrer en quoi votre boîte a quelque chose de différent à proposer. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, de vos concurrents? Est-ce que ce sont des opportunités professionnelles vraiment intéressantes?
Est-ce que c'est une logique de la porte ouverte? C'est-à-dire qu'en gros, on peut aller voir le patron un peu quand on le veut, et c'est même plus un coach qu'un patron. Est-ce que ce sont des activités sportives régulièrement organisées au sein de l'entreprise? Enfin, qu'est-ce qui vous différencie, vous, par rapport aux concurrents? Et ça, je pense que c'est intéressant d'y réfléchir. La troisième étape, elle est essentielle. Toutes les étapes sont essentielles. Mais la troisième étape, elle l'est encore plus, puisque c'est celle qui va vous permettre d'obtenir la candidature de la personne que vous cherchez à recruter. Et là, il faut que ce soit le plus simple possible. J'entends par là qu'il faut demander le moins de choses possible à votre candidat. Un CV grand maximum. Demander une lettre de motivation aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. De toute façon, je ne sais même pas si les gens la lisent, mais c'est le CV grand maximum, sinon même rien en fait. Il y a beaucoup de boîtes maintenant qui recrutent sans CV, qui recrutent, et on verra la notion juste après, au potentiel. L'entreprise est devenue en fait un nouveau cycle de formation. On quitte l'école et on continue à être formé au sein de son entreprise, d'où l'importance de ce qu'on appelle le onboarding, le parcours d'intégration. Lorsque le salarié arrive dans son entreprise, on continue de le former. Et c'est ce qui va lui permettre de s'engager, de développer une fierté d'appartenance à votre boîte et d'y rester pendant de longues années, potentiellement. Et puis enfin, celui de la valorisation, c'est le fait de rester au sein de l'entreprise pendant longtemps. Donc c'est lui proposer des perspectives de carrière. Certes, j'ai été recruté aujourd'hui, ok, mais où serais-je dans 2-3 ans si je continue au sein de cette boîte? Voilà, donc quelle perspective d'évolution vous proposez à vos candidats nouvellement embauchés? Là, il y a une méthode que vous connaissez peut-être. C'est une méthode qui est très utilisée par les entreprises dans le business. C'est la méthode SONCAS qui part du principe qu'en respectant ces 6 lettres, donc ces 6 mots-clés, le client sera beaucoup plus prompt à acheter votre produit. Il sera beaucoup plus prompt à acheter votre produit s'il a ce sentiment de sécurité du produit. Si quand il achète un smartphone, par exemple, il sait bien que le truc ne va pas lui péter à l'oreille. L'orgueil, le fait d'avoir cette fierté de posséder ce produit. La nouveauté, c'est forcément un gros vecteur ça donne envie d'acheter. Le confort, l'argent et la sympathie. Tous ces critères-là, qui normalement valent pour le marketing, pour le commerce, valent aussi aujourd'hui pour les candidats. Donc vous avez votre candidat potentiel en face de vous, et cochez toutes les cases tout simplement. Comment dans mon discours je vais lui montrer que mon entreprise va lui proposer une sécurité? On a vu que la sécurité de l'emploi c'était un critère important pour eux. L'orgueil, fierté d'appartenance, en quoi travailler pour ma boîte, ça va être quelque chose de valorisant pour lui ou pour elle. La nouveauté, etc. etc. Donc ça je pense à bien garder en tête la méthode SONCAS et dans mon discours mettre ce petit filtre, est-ce que ce que je dis là correspond à ces différents éléments et aux critères d'attractivité dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc ce que je disais, c'est là, par rapport aux pièces demandées lors d'une candidature. Aujourd'hui, donc le CV, ça reste quand même un prérequis pour beaucoup d'entreprises. On a, donc pour les jeunes, en tout cas de 15 à 29 ans, 91% des entreprises qui demandent le CV. Pour les 30 à 45 ans, 88%. Et puis après, vous voyez, la lettre de motivation, elle est beaucoup moins demandée, donc ça ne sert plus à rien, mais l'objectif, c'est clairement de tendre vers le sans CV et de recruter, on l'a dit tout à l'heure, au potentiel. Et ça, il y a plein de boîtes aujourd'hui qui le font, plein de boîtes qui prétendent du coup recruter en fonction de qui vous êtes. C'est un peu le venez comme vous êtes de McDo, mais version recrutement. Et pour ça, dans vos offres d'emploi, dans tous vos discours, il faut aussi s'inspirer de ça. Des traits de personnalité que les étudiants se reconnaissent à eux-mêmes. Les étudiants, lorsqu'on leur pose la question de qui ils sont, quels sont leurs traits de personnalité, en grande majorité, ils vont se considérer comme consciencieux. Ensuite, comme empathique, comme ouvert, en tout cas, ces 3 critères, voilà, pour vous, quand même, la grande majorité des étudiants. À partir de là, comme vous savez que les étudiants se considèrent comme consciencieux, empathiques et ouverts, utilisez ces mots-clés à bon escient. N'hésitez pas, lorsque vous publiez quelque chose, lorsque vous communiquez, à utiliser ces mots-clés. À partir du moment où ils s'y reconnaissent, voilà, vous parlerez le même langage. On va aussi s'atteler du coup à une notion qui est hyper importante aujourd'hui, on parle beaucoup de soft skills en anglais, les savoir-être. Et quand on pose la question du coup à ces étudiants des savoir-être qu'ils déclarent posséder le plus, le premier c'est celui de la coopération. Si on ajoute d'ailleurs à la coopération l'esprit d'équipe qui est juste au bout, on voit transparaître cette notion de collectif. Et ça c'est important, et dans une petite structure, le collectif c'est clé. Même presque plus clé que dans une grosse boîte où tout est hyper siloté. Donc, insister sur cette notion de collectif, insister sur cette notion de coopération,
Et là, vous allez voir que les candidats vont forcément s'y reconnaître. Je vous propose maintenant un petit quiz. Vous connaissez le jeu Qui est-ce? Ça fait peut-être longtemps que vous êtes... Voilà, avec les personnages, je vous propose un petit Qui est-ce avec 3 personnages. Je vais vous afficher les photos de ces personnages et l'idée c'est de deviner de qui il s'agit. Et toutes ces personnes ont été des candidats à potentiel, mais n'ont pas été reconnus comme tels par leur premier employeur. De sorte qu'ils ont été licenciés et derrière ont créé leur entreprise et ont super bien réussi. Le premier, est-ce qu'il y a des fans dans la salle? Ah ben voilà, super. Je suis le premier aussi. On pourrait faire après un blind test sur les chansons de Disney. Walt Disney, début difficile pour lui, il s'est fait licencier par un éditeur de journaux car il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Voilà pour un premier candidat à potentiel qui n'a pas été reconnu comme tel. Le deuxième, alors là c'est un peu plus corsé. Est-ce qu'il y a des ingénieurs? Est-ce qu'il y a des inventeurs dans la salle? C'est... J'entends pas, non. C'est Lévy? Non. Edison? Eh oui, bravo, félicitations. C'est Thomas Edison. Dans ses jeunes années, des professeurs lui dirent qu'il était trop stupide pour apprendre quoi que ce soit, et il fut ensuite licencié de ses 2 premiers emplois pour absence de productivité. C'était quand même un grand inventeur. Je ne vais pas vous lister la liste de toutes ses inventions. Voilà, sur Wikipédia. Voilà, et puis la dernière. Ouais, en général, on trouve assez rapidement, elle était un peu plus jeune sur la photo, mais avant de devenir l'une des femmes les plus célèbres et les plus riches du monde, elle aussi s'est faite licencier de son job de reporter télé pour cause d'inaptitude au monde de la télévision. Voilà, donc 3 parcours, 3 potentiels un peu cachés. Et donc les entreprises investissent toutes, enfin beaucoup en tout cas pour beaucoup, ce terrain de la personnalité, des soft skills, des savoir-être. On le voit avec McDo par exemple, Students Wanted, No Experience Needed, donc on cherche des étudiants, pas besoin forcément d'expérience, avec un Big Mac dans un cornet de frites. Une petite structure qui s'appelle Extia, qui promeut d'abord qui, ensuite quoi. On vous recrute selon qui vous êtes, et ensuite on vous propose une mission. On a Century 21, si vous passez devant une agence immobilière, il y a de grandes chances que vous voyez voilà, un visuel comme celui-ci. D'abord des personnalités, le reste on s'en occupe. Et Leroy Merlin par exemple aussi, au revoir CV, bonjour personnalité. Beaucoup de boîtes fonctionnent comme ça aujourd'hui, et si je devais vous donner un petit conseil pour vous inspirer d'une boîte voilà, qui est plutôt sympa et qui rédige super bien ses offres d'emploi, c'est Burger King par exemple. Ici, Burger King, on voit qu'ils mettent le candidat sur un même pied d'égalité qu'eux-mêmes. Vous avez donc le candidat à gauche, l'entreprise à droite. Nous avons avec une tonalité un peu sympa, un peu rigolote, et ça optimise forcément les chances de capter les meilleurs candidats. Alors voilà, pour finaliser sur cette notion de potentiel, je vous propose une petite vidéo qui a elle aussi été faite en Auvergne avant d'en venir à la suite. Alors, le design carré, c'est un truc. Ah, ça oui. Moi, je t'aime laisser un 5, 1, ensuite avec le institution. Parlez-moi vraiment de vous. Oh, oui. Voilà, je ne sais pas si vous aviez eu connaissance de cette initiative qui commence à remonter un petit peu, mais voilà, on cherche des personnalités, les hobbies nous intéressent presque plus que les expériences professionnelles. Socrate est le premier à avoir inventé la notion de e-réputation. Il ne l'a peut-être pas nommé de cette manière-là, mais il disait quel est le moyen d'acquérir une bonne réputation, c'est de se rendre tel que l'on veut paraître. C'est un conseil qui vaut pour les entreprises comme pour les individus. On parle dans ce cas de personal branding, c'est-à-dire le fait de se mettre en avant à titre de candidat pour capter l'attention des entreprises et se démarquer d'autres candidats. Et je vous propose du coup, maintenant, pour cette deuxième partie d'intervention, la recette bonne marque employeur, et non pas bonne maman, en quelques ingrédients qui vont logiquement, si vous les respectez à la lettre, vous permettre de déguster, déguster les candidats. Bon, voilà. Donc, le premier ingrédient, se connaître soi-même. C'est indispensable, se connaître soi-même en tant qu'entreprise. L'entreprise, elle a un héritage, elle a un ADN, elle a surtout des valeurs. Ces valeurs, c'est quoi? C'est l'esprit d'équipe, c'est le fait d'être tourné vers l'avenir, c'est des valeurs un peu jeunes, des valeurs d'inclusivité, de diversité, de voilà, tout ce que vous voulez, cohésion, etc.
En tout cas, se connaître soi-même en tant qu'entreprise, c'est essentiel pour développer ensuite un discours cohérent. À partir du moment où vous formalisez quelques valeurs bien structurées, ces valeurs, vous allez pouvoir les décliner derrière sur tous vos messages, sur les réseaux sociaux et partout en fait. Donc se connaître soi-même, ça vous rend sûr de vous. À partir du moment où vous vous connaissez, vous êtes beaucoup plus sûr de vous. C'est presque du développement personnel, mais au niveau de l'entreprise. Le deuxième ingrédient, c'est celui de travailler, évidemment, du coup, votre e-réputation. Aujourd'hui, tout se joue sur Internet, et vous n'êtes pas sans savoir que les avis en ligne font rage actuellement. Si vous allez donc dans un hôtel, dans un Airbnb, comme je suis par exemple, l'année prochaine je serai dans un Airbnb, je serai potentiellement susceptible d'évaluer mon Airbnb, de lui mettre une bonne note ou une mauvaise note. Sur TripAdvisor, c'est exactement la même chose lorsqu'on va par exemple au resto. Et bien ce réflexe de noter son entreprise, de noter un hôtel ou un restaurant, il vaut aussi aujourd'hui pour les entreprises. Ici, donc, je suis sur la page Glassdoor de Michelin. Glassdoor, c'est un site web qui permet notamment d'évaluer son employeur, mais aussi d'évaluer l'entreprise qui nous a reçus en entretien. Donc là, je pense que ça peut en faire flipper quelques-uns, quelques-unes dans la salle. Non, ça va. En tout cas, tout le monde peut maintenant évaluer l'entreprise qui l'a reçue en entretien et peut même évaluer son entreprise en tant que salarié de manière complètement anonyme, de sorte que ça peut faire des good buzz, mais aussi des bad buzz. Donc là, par exemple, on a le réflexe candidat d'aller noter, et on voit que obtenir un entretien chez Michelin, ça se fait en général en ligne. Pour 38% des candidats, on chope un entretien en ligne. Recrutement à l'université, pour le deuxième facteur pour obtenir un entretien, agence de recrutement, etc., etc. Et on voit que la difficulté pour obtenir un entretien chez Michelin, elle est plutôt moyenne. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les collaborateurs. Eux aussi, du coup, ont la possibilité d'évaluer leur entreprise et de mettre un petit mot. Là, par exemple, bon environnement de travail, donc un employé anonyme, un commentaire très récent, les avantages, diversité, prix, comité d'entreprise, et rien à signaler de cette entreprise. Bon, évidemment, là, je prends en général des commentaires positifs, mais il y en a aussi des négatifs de temps en temps. Et Glassdoor va même plus loin en recensant tous les commentaires qui reviennent le plus sur la page de l'entreprise. On va avoir par exemple chez Michelin, voilà, cette notion de formation, qualité, bonne ambiance, on l'a vu, hein, c'est un critère qui remonte pas mal, la bonne ambiance de travail, les primes, etc. Et puis voilà, en termes d'inconvénients, finalement c'est juste un outil qui a assez mal fait son job, puisque aucun inconvénient majeur à signaler. Voilà, c'est un peu mal foutu, mais... Donc, ingrédient numéro 3, en tout cas, voilà, les avis en ligne, c'est essentiel, et on verra après qu'il y a un ingrédient justement de mobiliser les collaborateurs, les mobiliser pour noter votre entreprise en ligne, c'est aussi une super bonne pratique, puisque lorsque le candidat potentiel tapera le nom de votre entreprise sur Google, logiquement, il va tomber sur ses avis et ça va l'inciter ou non à postuler. Ingrédient numéro 3, être conscient et fier de son expertise en tant qu'entreprise. Ça, c'est quelque chose, c'est assez logique en fait, mais être fier de son expertise, c'est en parler. C'est en discuter avec les gens que vous rencontrez, en parler sur Internet, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à en rajouter des tonnes. Je veux dire, vous êtes des entreprises expertes dans des domaines techniques ou pas, ou tertiaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, parlez-en, soyez fiers, vous êtes experts et donc montrez votre expertise. Le quatrième ingrédient, c'est celui de rester en veille sur vos sujets de prédilection, vos sujets d'expertise, pour savoir évidemment ce qui est tendance dans votre métier, et ce qui se fait aussi sur Internet. Que font vos concurrents sur les réseaux sociaux, potentiellement? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont un super site web? Est-ce qu'ils organisent des conférences? Est-ce qu'ils interviennent dans les écoles de la région, etc. Restez en veille sur tout ce que font vos concurrents, et inspirez-vous des meilleures entreprises sur ces sujets-là. En fait, il ne s'agit pas de tout réinventer, il s'agit d'aller voir ce que font les bons, et d'adapter leur contenu à notre propre entreprise. Et pour ça, je vous donne un classement, alors ce sont essentiellement des grandes entreprises, mais si vous allez sur les réseaux sociaux de ces boîtes-là, ce sont les 10 entreprises en gros qui ont les meilleurs contenus sur les réseaux sociaux. Il suffit par exemple d'aller sur la page LinkedIn, par exemple d'AXA ou de Mazars, et vous allez voir ce qu'ils font. Alors il y a des portraits de collaborateurs, vous allez me dire oui, AXA c'est une super grosse boîte, eux ils peuvent faire des portraits de collaborateurs. Mais non, en fait tout le monde peut faire des portraits de collaborateurs, même si vous avez que 2 ou 3 salariés. Vous pouvez vous aussi les mettre en avant leur parcours. Reprenez les mêmes recettes que les grands et appliquez-les à vous-même.
souvent, on se dit, oui, mais les grandes entreprises, elles ont beaucoup de moyens. Oui, mais elles ont aussi des volumes de recrutement énormes. Un Carrefour, par exemple, c'est 15 000 recrutements à l'année. L'armée de terre, c'est 16 000 recrutements à l'année. À AXA, c'est des milliers de recrutements chaque année aussi. Vous avez potentiellement entre, je sais pas moi, entre 2 et 20, 30, 40 salariés à recruter, voilà. Mais en tout cas, les volumes ne sont pas du tout équivalents. Donc avec un minimum d'effort de votre côté, vous allez logiquement pouvoir recruter tous les... Enfin, pouvoir pourvoir à tous les postes au sein de la boîte. Le cinquième ingrédient qui peut faire peur, c'est celui du coup d'abuser de LinkedIn. Qui est sur LinkedIn dans la salle d'ailleurs? Ok, donc on a une bonne moitié quand même. LinkedIn, c'est le réseau social professionnel par excellence. Les professionnels sont pour la plupart sur ce réseau social et il faut vraiment l'investir à fond. C'est là qu'on va chercher des candidats potentiels, mais même des candidats qui sont en poste chez le concurrent. On va pouvoir l'adresser directement sur LinkedIn. Donc abusez de LinkedIn et des autres réseaux sociaux. Pour ceux qui sont sur LinkedIn dans la salle, on n'est pas obligé de le faire là aujourd'hui, vous pourrez le faire après quand vous rentrerez chez vous. Mais vous avez un outil qui est très pratique et gratuit, qui s'appelle le SSI LinkedIn, qui vous permet de mesurer votre notoriété à titre personnel sur le réseau social. Ça vous donne un score et ça vous dit si vous êtes influent ou non. Et évidemment, en tant que chef d'entreprise, en tant que salarié, l'objectif c'est d'avoir le meilleur score possible. Ça montre que les gens vous suivent, vous écoutent, aiment les contenus que vous publiez, etc. Et donc tous les contenus que vous publiez forcément bénéficient à votre entreprise. Ça la fait connaître, ça lui donne de la visibilité. Et donc derrière, ça vous place dans une case qui oscille entre le accompli, le aimable, l'admiré et l'anémique sur les réseaux sociaux. Donc soit vous avez une sympathie forte et une crédibilité faible, vous êtes aimable, ou vous pouvez aller jusqu'à la crédibilité forte et la sympathie forte, c'est tout ce que je vous souhaite. Et vous serez donc admiré sur votre sujet de prédilection. À garder en tête que sur les réseaux sociaux, la durée de vie d'un contenu, elle est variable. Si vous allez par exemple sur un Twitter, on pourra en parler après pendant le cocktail, si vous allez sur un Twitter, vous pouvez poster plusieurs messages dans la journée, ce ne sera pas embêtant. Par contre, sur LinkedIn, si vous postez plusieurs messages dans la journée, là ça va être embêtant, vous allez saturer votre audience. Les gens qui vous suivent vont en avoir marre tout simplement. Donc en fonction du réseau social sur lequel vous allez communiquer, faites bien attention à ne pas proposer autant de contenu. TikTok, d'ailleurs qui est sur TikTok dans la salle, soit pour consulter, soit pour créer des contenus. Personne n'est sur TikTok? En fait, je voulais vraiment attendre. Ok, ou alors il y a peut-être des gens qui n'assument pas. Bon, en tout cas, c'est un réseau qui prend quand même beaucoup d'ampleur et je pense qu'une petite structure aujourd'hui, elle aurait vraiment tout intérêt à s'investir sur TikTok pour montrer le quotidien des salariés. C'est vraiment le réseau aujourd'hui qui est hyper tendance, qui a une croissance extrêmement forte. Donc si vous proposez des contenus métiers sur TikTok, il y a de grandes chances que vous attiriez des candidats assez facilement. Bon, en tout cas, voilà, c'est intéressant de garder ça en tête. Un contenu ne reste pas sur le réseau social. Sur TikTok, c'est instantané et sur un YouTube, ça va être encore visible pendant des dizaines de jours. Le sixième ingrédient de la recette bonne marque employeur, c'est celui donc d'impliquer ses collaborateurs et collaboratrices dans toutes vos actions de recrutement. Les impliquer, c'est déjà leur proposer déjà d'échanger, leur dire voilà, on a des difficultés de recrutement actuellement, est-ce que potentiellement toi, tu es encore en relation avec ton ancienne école, ton ancienne université, est-ce que dans ton entourage, il y a des gens qui peuvent être intéressés par les métiers? Et si oui, de quelle manière est-ce que tu souhaiterais communiquer sur l'entreprise? Nous, en tant qu'entreprise, on te propose de créer des contenus prêts à l'emploi que tu pourras diffuser. Ces contenus, ça peut être des photos sympas de l'entreprise, où les gens sont un peu tout sourire, ça peut être des photos de l'environnement de travail, ça peut être de parler des succès, des clients, etc. Mais ça peut aussi être une interview de ce fameux collaborateur. Il y a quoi de plus valorisant pour un collaborateur, une collaboratrice, que d'être interviewé sur un format vidéo, sur un format écrit, et ensuite d'avoir son portrait diffusé sur le site de son entreprise. Ça, c'est top. Donc c'est vraiment une bonne pratique que je vous recommande. Et la plupart des grosses boîtes le font. Les plus petites structures commencent à le faire aussi. Donc voilà, les impliquer, ça vous permet aussi à vous, en tant que chef d'entreprise ou recruteur, de vous décharger un peu, de ne plus supporter tout le poids du recrutement sur vos propres épaules, mais de vous décharger aussi sur les collaborateurs qui, eux, ont envie de communiquer au nom de l'entreprise. Je veux dire,
si vous les valorisez, ces collaborateurs, ils vont à leur tour valoriser l'entreprise sur leur propre réseau. Donc impliquez-les, n'hésitez pas. On pourra en reparler aussi tout à l'heure. On arrive du coup sur les quelques derniers ingrédients. Le numéro 7, c'est celui de participer à des événements, comme celui d'aujourd'hui, hein, évidemment, mais voilà, j'imagine qu'il y a plein d'événements qui sont organisés dans la région, et puis même si ça ne se situe pas dans la région, ça peut être des événements en ligne. Tous ces événements vous permettent déjà de vous nourrir, et ça permet d'échanger avec des gens, d'avoir des opportunités. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez eu ce syndrome du centre aéré. Moi, quand j'étais petit, on me disait demain, tu vas aller au centre aéré, ça me gonflait, j'avais pas du tout envie d'y aller. C'était donc l'événement auquel je voulais vraiment pas assister. Et puis j'y allais, et puis le soir, en fait, j'étais super content, j'avais passé une super journée. Les événements, c'est exactement la même chose. En général, on y va, on traîne un peu des pieds, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et puis au final, on apprend plein de choses, et c'est trop cool. Et on crée un réseau. Alors là, il y a un petit conseil aussi que je vous donne. Si vous êtes pour un peu plus de la moitié d'entre vous sur LinkedIn, le réflexe à adopter lorsque vous participez à un événement, les gens que vous avez rencontrés lors de cet événement, ajoutez-les. C'est un peu comme ce qu'on faisait, ou je ne sais pas si certains le faisaient dans la salle, sur Facebook ou sur Copains d'avant. Vous avez des amis, vous ajoutez sur le réseau social en question. Et bien LinkedIn, réseau professionnel, exactement la même chose. On se rencontre aujourd'hui, le réflexe, on reste en contact sur ce réseau social, et qui sait, la vie professionnelle est longue, on se recroisera peut-être, on partage, etc. Et c'est comme ça que se développe notre réseau. Alors, je suis passé un peu vite, mais il y a eu un événement, je vais passer à la slide d'avant, qui a été organisé il y a quelques temps, c'est le défi marque employeur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était donc un défi c'est assez rigolo comme concept. Récolter un maximum de candidatures en valorisant son entreprise, l'ambiance de travail et les innovations sociales. Donc voilà, les chefs d'entreprise viennent avec leurs collaborateurs et vont valoriser l'entreprise auprès des candidats, et les candidats derrière votent pour les meilleures entreprises. Ingrédient numéro 8, donc c'est celui d'entretenir son réseau. Entretenir son réseau, c'est pas uniquement ajouter des gens dessus, c'est évidemment le nourrir, reprendre contact, garder ce lien, cultiver ce lien. Et cultiver ce lien, c'est aussi simple qu'une petite lettre. Bon alors, j'ai pris le nom complètement au hasard, je crois qu'il y a Elisabeth dans la salle en plus. Donc, je sais pas où elle est. Voilà, bon. Bonjour Isabelle, cela fait quelques temps que nous n'avons pas échangé, mais je ne t'ai pas oublié pour autant. Prenons un petit café dans les prochains jours, cela me ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles, etc. Voilà, on cultive le lien, on s'envoie des messages, et ça offre aussi des opportunités au cours de la discussion. C'est tu sais qu'en ce moment on recrute une personne sur tel métier. Ah oui, moi j'ai entendu parler justement de quelqu'un qui recherchait. Voilà, on cultive son réseau et ça nous attire des opportunités. Et puis, l'avant-dernier ingrédient, c'est celui-ci, c'est forcément de créer du contenu. Dans la salle, vous êtes donc, pour la moitié à peu près sur LinkedIn, qui est sur Facebook, qui est sur Instagram. Ok, donc vous êtes à peu près tous au moins sur un réseau social. Et qui publie sur ces réseaux-là au moins une fois par semaine? Voilà, donc il y a quand même beaucoup. Donc si je dis après une fois toutes les 2 semaines, je pense que voilà, la proportion va augmenter. Là, il ne s'agit pas évidemment de créer du contenu personnel, il s'agit de créer du contenu professionnel au sujet de votre entreprise. Pour ça, il y a un site qui est top, qui est vraiment sympa, qui s'appelle Welcome to the Jungle. Vous connaissez peut-être, c'est un site de recrutement. Et il y a plein d'entreprises qui sont sur ce site, qui font la démarche de développer leur marque employeur. Et du coup, s'inspirer de ces entreprises-là, c'est vraiment c'est une bonne pratique, ça peut que vous aider. Imitez-les tout simplement. Et si vous créez un post LinkedIn, je vais prendre un exemple ici. Un post LinkedIn, pour qu'il soit réussi, c'est aussi simple que ça. Il faut du contenu, donc quelques lignes. Il faut mentionner des gens, potentiellement des entreprises. Parce que si vous mentionnez des gens, là vous voyez, j'ai mentionné Céline Loureiro, Mathilde Lecause, etc. Si vous les mentionnez, ces gens-là vont voir passer l'information et vont être susceptibles d'interagir avec, de mettre un commentaire ou de liker, d'interagir avec la publication. Une publication qui obtient des likes et des commentaires, c'est une publication qui va être beaucoup plus visible, encore plus si elle obtient des likes et des commentaires dans les premières minutes, d'où l'intérêt de mentionner les gens qui reçoivent une petite boum, vous les avez mentionnés, c'est valorisant pour elles like, elles commentent, et votre post, et je ne vais pas dire qu'il va faire le tour du monde, mais il va avoir beaucoup plus de visibilité.
Et voilà, créer du contenu sur LinkedIn, c'est ça. Et après, vous vous assurez d'avoir pas mal de retombées. Et puis, quand vous parlez d'une entreprise, elle parle souvent de vous en retour et ça nourrit votre propre audience aussi. Il suffit que vous mentionniez, par exemple, dans un post, une entreprise de la région, pour qu'à son tour, elle vous rende l'appareil. C'est un peu comme si vous invitiez vos frères à dîner, il vous invitera dans 2 ou 3 semaines. Là, c'est un peu la même chose. Et puis, le dernier ingrédient, c'est évidemment celui-ci, celui de passer à l'action. Parce qu'on parle beaucoup de marque employeur, on se dit il faut créer des contenus, il faut communiquer, etc. Mais combien sont ceux qui passent vraiment à l'acte derrière? Combien sont ceux qui, en sortant de la conférence, par exemple, vont se dire on va tous s'ajouter sur LinkedIn, en tout cas les gens que j'ai croisés ici, qui demain va publier un contenu au sujet de son entreprise ou va rencontrer ses collaborateurs pour leur proposer de prendre la parole au nom de la boîte, etc. En général, il y en a très peu. Et donc ceux qui vont le faire, par contre, eux vont vraiment se démarquer et vont recruter beaucoup plus facilement. Donc vraiment, je vous encourage à passer à l'action. Et le tout dernier ingrédient, et la slide n'est pas du tout révélatrice du mot, c'est celui de la créativité. Alors moi, ma créativité sur cette slide est assez mitigée, on va dire. Mais n'hésitez pas, lancez-vous, osez. Tout à l'heure, on voyait Mazars. Mazars, c'est un gros cabinet d'audité de conseil. Mais Mazars, ils ont des gros concurrents en phase 2 que sont EY, Deloitte, KPMG et PwC. Ça, c'est ce qu'on appelle les Big Four, les 4 gros cabinets de conseil mondiaux. Donc Mazars sont des challengers. Comme ce sont des challengers, ils ne vont jamais de toute façon rivaliser avec les 4 autres sur le business. Le seul moyen qu'ils ont trouvé de rivaliser avec les 4 autres, c'est sur le côté humain. De sorte que Mazars, tous les ans, ils ont au moins une initiative de marque employeur qui est complètement détonnante, un peu rigolote, hyper osée. Et dans l'audit et le conseil, c'est quand même difficile de faire des choses osées. Et eux, ils le font, et c'est ce qui leur permet de, parfois, même capter des candidats qui, à la base, voulaient aller chez les 4 autres. Donc voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Créez du contenu, épanouissez-vous, prenez du plaisir à ça. On l'a vu, le recrutement, c'est une fonction épanouissante. Et j'aurai plaisir à ce qu'on en parle juste après cette intervention. Voilà, on reste connecté sur les réseaux. Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la table ronde pour échanger concrètement autour des problématiques de recrutement dans la région. Le temps juste que je boive une petite gorgée. Merci. Alors, je vais du coup appeler nos invités, et je vais peut-être juste... On a Franck Laurent, animateur qualité chez TEM, on peut les applaudir, on a tous accepté d'intervenir ce soir. On a Pascal Brunel, qui est dirigeant de TMUA, mais en fait vous connaissez déjà tout le monde, donc je n'ai même pas besoin de les présenter, je pense que je les connais même moi moins que vous. Merci Pascal de ta présence. Et Gilles Grangeon, responsable comptable et financier chez Bord, et qui est aussi en charge des aspects RH. J'oublie pas le petit jeu concours qu'on fera du coup juste après la table ronde. Ah, vous êtes réunis, oui, sur la même table? Comme vous voulez, si vous préférez occuper l'espace, ouais, voilà. C'est fini, de toute façon. Ok, bon, voilà, ça se laisse un petit peu d'espace. Donc, vous avez tous les 4 des profils ultra complémentaires, on peut le dire, en tout cas des échanges que j'ai eus avec vous, il y a des réflexions un peu différentes. Et ce que je vais proposer du coup à Audrey, peut-être pour commencer, on va peut-être introduire cette table ronde qui, je pense, va virer au débat, parce qu'on a encore une fois des profils assez différents. Donc Audrey, toi tu es savoyarde d'origine, j'ai pu comprendre. Tu as un métier d'ingénieur paysagiste à la base, tu t'es complètement reconverti, tu as complètement changé de parcours, tu es venu t'installer dans la région assez récemment, en fin d'année dernière, et du coup je voulais connaître un peu les ressorts, ceux qui t'ont incité personnellement à rejoindre déjà la région et à changer de métier. Alors déjà je suis de la Loire, mais effectivement j'ai travaillé 3 ans en Savoie, c'est pour ça. Ouais, je suis moins loin que... Ma passion pour la raclette, ça. Alors du coup la question c'était pourquoi je suis venue m'installer là, c'est ça? Voilà, quels sont les ressorts, ce qui t'a motivé en fait, et ce qui te motive toujours d'ailleurs, qu'est-ce que tu trouves intéressant? Après c'est un peu particulier, donc je suis venue m'installer en Haute-Loire en fin d'année dernière, donc décembre de cette année dernière.
dernière, donc tout récemment. Pourquoi? Parce qu'au fait, avec mon mari, on cherchait à reprendre une ferme, tout simplement, et que du coup, la Haute-Loire, c'était bien approprié. On cherchait dans toute l'Auvergne, et puis en Haute-Loire, ce qui nous a attirés, c'est les paysages, et puis après, c'est la dynamique de la ville de Saugues, puisque c'est à Saugues plus particulièrement. Venir habiter en milieu rural quand on vient de la ville, ça peut faire peur. Et nous, ce qui nous faisait peur, c'était les déplacements, c'était pouvoir trouver tout ce qu'il nous fallait sur place, pouvoir avoir des gardes pour les enfants, pouvoir avoir du travail pas trop loin. Et en fait, on a trouvé tout ça, et ça nous semblait incroyable à Saugues. Voilà. Donc on est très heureux d'être là. Oh bah c'est un super témoignage. Toi, tu es assez récente dans la région. On a quelqu'un à côté de toi, Franck, qui travaille chez PEL, du coup, depuis un bon bout de temps. Donc, si tu peux nous dire quelques mots de ton expertise, de ton entreprise, et aussi quel est pour quelles raisons, qu'est-ce qui fait qu'on puisse rester dans une entreprise pendant autant de temps? Quelles sont tes motivations, justement? Moi, ça fait 27 ans que je travaille à PEL. Donc, voilà. Et au départ, en fin de compte, ça s'est passé que j'ai été recruté bizarrement parce que il devait y avoir des nouvelles machines qui devaient se monter. Et donc après, pour faire court, c'est le directeur de l'époque qui est allé me chercher à la mairie de Saugues pour savoir s'il n'y avait pas des jeunes qui voulaient travailler. Et donc après, c'est le secrétaire de mairie qui, connaissant des jeunes, qui nous a contactés. Et donc après, ça s'est fait comme ça. Donc le lendemain, j'ai été voir à la PEM. Ils cherchaient juste des gens qui avaient le bac et qui avaient fait l'armée. Donc c'était mon profil. Ah oui, c'était très très simple comme critère. Voilà, c'était donc voilà. Donc le lendemain, le directeur et le responsable de prod m'ont fait un entretien bref. Et je suis rentré le lendemain, j'ai attaqué le lendemain à PEM. Et donc après, ce qui m'a plu, c'était déjà, je suis un pur Sauguin, donc je voulais pas trop partir. Donc voilà, et après le travail m'a plu, donc comme le disait Audrey, c'est quand même, Saugues est quand même assez dynamique. Et donc à partir de là, j'ai décidé de rester, ça me plaisait, j'ai fait ma vie là, et puis voilà. Ouais, c'est intéressant ce témoignage, Franck, puisque c'est quand même assez rare de trouver des jeunes aujourd'hui qui ont cette ambition de faire carrière au sein de leur entreprise. En tout cas, Gilles, je ne sais pas si de ton côté, chez Bord, tu nous le confirmes. Est-ce que tu pressens, tu sens que les attentes des candidats ont changé? Est-ce que les difficultés de recrutement sont plus réelles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier? Bonsoir à tous. Donc moi, ça fait 19 ans que je suis chez Bord. Voilà, j'ai eu la chance de rester en Haute-Loire toute ma vie. Je m'épanouis, et surtout quand on a la chance de travailler dans une belle PME qui nous offre des opportunités, où il y a une ambiance de travail sympa, et on prend plaisir à travailler dans cette entreprise avec nos collaborateurs, et même quand on reçoit des jeunes stagiaires et tout, donc leur présenter l'entreprise et leur montrer notre savoir, les accueillir, qui est très important. Donc comment les intégrer dans les équipes de travail, voilà. Alors on fait des petites manifestations. Aujourd'hui, les jeunes, pour les intégrer, par exemple chez Borne, quand ils arrivent, il faut qu'ils nous amènent un petit gâteau pour le café. Alors ça peut faire sourire, mais ça permet en une seule fois au moins de prendre le temps, un petit café, de discuter et de connaître les différents visages pour le jeune. Alors aujourd'hui, effectivement, les attentes des jeunes sont un petit peu différentes de ce que nous, on a pu vivre pendant les entretiens. Aujourd'hui, le jeune, il arrive. J'ai l'impression que son premier critère, c'est le salaire. Malheureusement, c'est souvent le cas. Ils ont une position au niveau du salaire, des attentes très élevées au niveau des salaires. Et la problématique des entreprises, c'est que derrière, il y a des équipes et il ne faut pas déséquilibrer tout ça. Donc il faut qu'on trouve le bon compromis. Aujourd'hui, dans les offres qu'il faut déposer, il faut vendre l'entreprise. Aujourd'hui, le jeune, ce n'est pas le poste qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a autour, je pense. Donc une bonne annonce commence par décrire l'entreprise, où elle se situe,
le village, les écoles, voilà, s'il y a des collectivités à côté, des associations. Ils attendent beaucoup de ça, les jeunes, pour s'épanouir. Que dire d'autre? Après, oui, les différents métiers ou l'offre d'emploi, parler de la qualité de vie du travail, bien sûr, des primes, des objectifs, et chose qu'on a vu tout à l'heure, aujourd'hui, dans les offres d'emploi, les jeunes, on le voit, il faut qu'on propose dans l'offre une perspective d'évolution dans l'entreprise, pour essayer de le fidéliser et de ne pas perdre tout le travail qu'on a fait au début. Ça c'est intéressant, justement, ce que tu dis, Gilles, puisque tu parlais de rémunération, de salaire comme étant le critère number one, en tout cas celui qui fait la loi sur le marché aujourd'hui, mais il y en a quand même pas mal d'autres à travers l'associatif dont tu parlais. Il y a peut-être cette quête de sens sur laquelle on reviendra juste après, les perspectives d'évolution aussi. Donc il y a peut-être aussi d'autres ingrédients à mettre en valeur. On a vu que la rémunération, ce n'était pas forcément le critère numéro un pour tous les talents. Donc voilà, il faut quand même garder espoir aussi. Ce n'est pas parce qu'on a un salaire qui n'est pas forcément compétitif par rapport à d'autres entreprises qu'on ne peut pas se démarquer. En tout cas, voilà. Même si bon, c'est quand même un bon facteur. C'est quand même intéressant pour les candidats. Et du coup, Pascal, toi, il y a quand même une bonne originalité chez TMUA qui est votre logique de stage et d'alternance. J'ai cru comprendre le fait d'adresser les candidats presque au plus jeune âge, de les sensibiliser à vos métiers. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce dispositif, de la manière dont tu impliques aussi les collaborateurs dans cette démarche-là et les retours que ça t'apporte? Oui, donc en fait, c'est vrai qu'on s'est beaucoup attaché ces dernières années à essayer d'intégrer les jeunes en sortant d'école ou pendant leur cursus scolaire. D'abord, c'est devant, je dirais aussi, la difficulté de recrutement qu'on se pose des questions et on réfléchit un petit peu comment on peut faire avec une situation de chômage quasiment de plein emploi en local. Faire venir des gens d'extérieur qui aiment venir ici en vacances et qui ne se doutent pas qu'il peut y avoir des entreprises finalement attrayantes dans un cadre de vie bucolique et qui utilisent des technologies modernes. Donc forcément, c'est vrai que devant ce constat, on essaie de trouver des solutions et donc on a beaucoup rajeuni nos effectifs en ayant systématiquement pris des alternants dans quasiment tous les métiers. Alors c'était aussi des contrats pro ou des choses comme ça, mais en tout cas aller chercher des gens capables de faire leur stage ou leur alternance dans nos entreprises. Ça a commencé d'ailleurs, et on le fait aussi un peu entre entrepreneurs locaux, déjà de se faire connaître auprès de toutes les écoles possibles, de la primaire, collège, lycée, enfin surtout collège, lycée, et aussi bien sûr dans les contacts qu'on peut avoir dans les écoles d'enseignement supérieur. Et finalement, à force, voilà, c'est de se dire, les gens sont attachés à la région, sont attachés au territoire ici, donc c'est quand même aussi un gros avantage. C'est que ceux qui peuvent avoir de la famille dans un milieu rural, avec des terres, avec des connaissances, avec des amis, avec des liens très forts depuis toujours, les gens, s'ils peuvent rester dans le coin, restent dans le coin. Voilà. Après, pour peu qu'ils fassent des études, ou un niveau d'études en tout cas un peu supérieur, en effet, il y a l'attraction plutôt vers Clermont, Saint-Étienne, Lyon, Bordeaux et autres. Donc l'idée en tout cas c'est qu'ils sachent qu'on existe. Voilà. Tout le monde a le droit de le faire bien sûr, mais au moins c'est qu'ils sachent qu'on existe et qu'on peut avoir besoin de leur talent. Donc l'idée c'était ça. Et donc pour reprendre sur la question et y répondre concrètement, aujourd'hui on a quasiment systématiquement 3, 4, 5 alternants dans le groupe, et donc TMUA au moins 2, qui font que on essaie de les garder bien sûr, à terme, et on en garde à peu près les 3/4. Donc il y a un vrai challenge aussi dans le choix de la personne qui va faire l'alternance, de dire est-ce que tu veux bien rester ici, est-ce que tu veux bien vivre ici, est-ce que l'entreprise peut te convenir, etc. Donc l'alternance c'est aussi le moyen
C'est qu'après embauche, quoi, en fait. Mais carrément, et puis l'intérêt aussi, c'est que la personne apprend à nous connaître, on apprend à la connaître, elle apprend l'entreprise, et du coup, elle a déjà une meilleure évaluation de l'environnement dans lequel elle peut s'épanouir ou pas. C'est presque un recrutement sans risque, et c'est, je pense, aussi une bonne réponse au contexte de l'emploi. Tu disais 5% de chômage, donc c'est difficile d'aller recruter en plus les salariés déjà en poste chez le copain. J'imagine que c'est encore plus difficile dans la région lorsque tout le monde se connaît. Bon, je suis sûr que ça arrive quand même, mais, mais oui, aller en fait les chercher, les sensibiliser dès le plus jeune âge, c'est pas mal. Et je crois que tu as recruté justement récemment une candidate ingénieure qui est dans la salle. Un peu émission de télé. Donc Océane, est-ce que tu peux nous parler justement de ce qui t'a motivé à venir travailler chez TMUA et puis voilà, dans la région, nous parler un peu de ton parcours, ce qui a fait sens chez toi. Alors bonjour à tous ceux que j'ai pas vus déjà. Alors moi je pense que je suis la parfaite représentation du discours de Pascal, pour le coup. Donc de formation, je suis ingénieure matériaux. Je suis toute jeune, j'ai 24 ans, donc je sors de l'école, je suis sortie de l'école en septembre, enfin réellement début d'année dernière. Donc à la suite j'ai fait un stage de 6 mois au sein d'un siège social, celui de Limagrin, donc sur la région clermontoise. Donc toutes mes études, je les ai faites aussi sur Clermont. Donc habituée plutôt à la ville. En même temps, par ici, c'est vrai que bon, pas d'école, c'est compliqué. Et puis, je suis rentrée à TMUA grâce à une connaissance, donc, qui m'a décrit un petit peu l'entreprise. Je trouvais que bon, cette description faisait quand même un petit peu envie, donc par curiosité, j'ai rencontré Pascal. Et puis, bon, c'était plutôt sous forme de discussion, hein, en fait. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette entreprise, c'est que ce soit une entreprise locale, avec énormément de jeunes, puisqu'on en discutait tout à l'heure, mais l'âge moyen doit être de 35 ans, 35 si je ne dis pas de bêtises, peut-être un peu moins même, parce que comme je le disais tout à l'heure, au bureau d'études, donc je travaille en bureau d'études, il n'y a que 2 personnes qui ont plus de 30 ans. Donc c'est vrai que ça participe aussi, c'est un facteur d'attractivité hein, pour les jeunes. Donc ambiance sympathique. Le salaire, comme vous le disiez dans votre présentation, comme tu le disais dans ta présentation, n'était pas forcément un de mes critères principaux. Je pense sincèrement. Je pense que ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là, c'était d'avoir un poste challengeant. Autant du point de vue personnel que professionnel, Pascal a su me proposer un parcours et une évolution dans son entreprise qui m'intéressait personnellement, où je pouvais en fait apporter quelque chose à l'entreprise. C'est plus ça. Et je pense que ça représente un petit peu le point de vue des étudiants qui ont d'un bac plus 4. On recherche plus ce genre de choses que réellement un poste, d'avoir un travail avec un salaire fixe, etc. C'est vraiment la motivation, pouvoir participer à une évolution d'entreprise. Et aujourd'hui, TMUA est en plein développement et Pascal m'a proposé de participer à ce développement, à cette évolution d'entreprise. Voilà. Merci Océane, je pense qu'on peut l'applaudir. Ça reste quand même beaucoup d'espoir. Ce côté de recruter, d'attirer des jeunes, ça crée nécessairement une bonne ambiance de travail. Et oui, la rémunération, c'est un critère, c'est sûr. Ça peut faire la différence entre plusieurs entreprises. Maintenant, on peut se raccrocher à d'autres choses. Alors, je prends mon exemple cette fois-ci. Je travaille en parallèle de mon statut d'indépendant dans une start-up. Et dans cette start-up, ce qui me motive, c'est clairement l'ambiance. C'est plus tellement le salaire en fait. Bon, le salaire, ça motive un peu, mais voilà, on peut avoir un bon salaire, être dans une équipe qui ne bouge pas très dynamique, c'est pas forcément hyper valorisant. Audrey, je me retourne vers toi cette fois-ci. Donc là, tu travailles dans une association qui est en contact, en relation avec des entreprises qui ont aussi des difficultés de recrutement. Est-ce que tu peux nous parler justement des difficultés qu'elles rencontrent le plus
Et est-ce qu'elles mettent en avant, comment elles y répondent, qu'est-ce que tu leur conseilles aujourd'hui pour se démarquer des concurrents? Alors oui, je peux être en contact avec... mais bon, les entreprises avec qui je peux être en contact, elles sont aussi représentées là, donc elles pourront aussi me parler d'elles-mêmes. Mais j'ai l'impression, je ne suis pas là depuis très longtemps, mais j'ai l'impression que le principal problème, c'est de recruter des gens, mais pas seulement de les recruter, mais de les garder. En fait, qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont, qui viennent et qui ne restent pas forcément. J'ai aussi beaucoup d'employeurs qui me disaient qu'au fait, ils regardent même plus les compétences, quoi. Du coup, ils en étaient à se dire juste on veut quelqu'un qui soit motivé et axé beaucoup sur le savoir-être. Parce qu'une personne qui va bien tenir, je sais pas, un discours, la façon de se présenter, etc., bah, après on va lui apprendre le reste, mais pour l'instant, déjà trouver ça, ce serait bien. Et qu'est-ce que je leur conseillerais? Bah, après, ça dépend si on veut recruter à quel niveau, quoi. C'est-à-dire si c'est justement l'histoire de bac plus 5 ou moins, enfin voilà, c'est la question, ça reste plutôt à quoi? Tout type de candidat. Après, pour les bac plus 5, ce que tu disais, c'était assez vrai. Je pense que vraiment axé sur le fait de ne pas s'ennuyer dans l'entreprise, qu'on fasse confiance, qu'on donne des responsabilités à des jeunes, c'est valorisant et en fait ça fait vraiment partie de l'envie de travailler, d'être actif, de vouloir faire beaucoup de choses. Après, pour d'autres emplois, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de problèmes aujourd'hui qui jouent autour du déplacement. Je sais qu'il y a des employeurs qui commencent à travailler sur le fait de faire des ramassages pour apporter les gens à l'entreprise. Ça peut être aussi une solution, parce qu'aujourd'hui, on entend des gens qui disent « Moi, je veux un travail, mais rester chez moi, ça me coûte moins cher, vu le prix de l'essence, vu tout ça. » Donc ça peut être une manière de faciliter. Je ne sais pas si c'est bien dans la logique des entreprises du coin, mais par exemple une crèche d'entreprise, ça peut être aussi une idée, parce que bon, personnellement j'ai eu du mal à trouver des places dans les crèches, c'est ça qui m'a bloqué au départ pour trouver un emploi. Ça peut être aussi quelque chose qui favorise l'arrivée de personnes, aider à trouver un logement, c'est pas toujours facile aussi, même dans les régions où on est justement. Voilà, des choses bêtes, c'est bête parce que ça devrait... j'imagine qu'en tant qu'employeur, vous vous dites « ça ne me concerne pas, ça concerne la personne en face », mais en fait, peut-être qu'on doit de plus en plus se mêler de ça pour attirer du monde. C'est hyper intéressant ce que tu disais, j'ai changé justement alors, une grosse boîte Thales en l'occurrence qui ouvre un site à Cholet, dans le Maine-et-Loire, et leur difficulté justement c'est d'attirer du monde dans cette zone géographique-là. Et eux, du coup, se mettent en relation avec les collectivités pour savoir s'il y a suffisamment de capacité d'accueil, déjà au niveau des logements, au niveau des crèches, au niveau de la restauration, qu'est-ce qui est proposé, au niveau du dynamisme de l'environnement au sens large. Et donc, c'est vrai, je suis assez convaincu aussi de ça, qu'un employeur a aujourd'hui, en tout cas, a en quelque sorte cette responsabilité d'accompagner le candidat, mais pas uniquement sur l'obtention de son emploi. Sur aussi l'environnement de travail au global, c'est de lui faciliter la tâche, encore plus quand on est dans une zone qui, de base, n'a pas une grande attractivité, quoi. Justement, Gilles, je me tourne vers toi cette fois-ci. Donc, vous avez mis pas mal de choses en place, je crois, chez Board. Vous communiquez pas mal sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi proposé un nouveau dispositif pour les jeunes diplômés qui peuvent maintenant se projeter dans leur carrière chez vous. Est-ce que tu peux nous parler de ces dispositifs ? Alors, chez Board aujourd'hui, effectivement, c'est une entreprise qui recrute. Notre problématique aujourd'hui, sur certains postes, on a vraiment peu de candidatures. Comme parlait mon voisin tout à l'heure, l'apprentissage peut être une source de recrutement, puis ça permet d'intégrer la personne et tout. Aujourd'hui, effectivement, quand on propose un poste, on va plus loin que ce que l'on faisait aujourd'hui. On se projette sur 3, 4, 5 ans au niveau, avec un suivi. Alors le suivi se fait via les entretiens individuels. On demande à la personne avec son chef d'équipe qui valide les étapes, les objectifs. Et comme ça permet peut-être de fidéliser un petit peu plus la personne et de l'intégrer vraiment dans la vie de l'entreprise et de la motiver. Donc c'est quelque chose qu'on fait depuis 2-3 ans, on va dire. Voilà, on sent vraiment que le jeune, on doit le rassurer
lui mettre des objectifs, une perspective d'avenir dans l'entreprise, pour vraiment essayer de le garder. Ok, top. Justement, on parle beaucoup de ces collaborateurs ambassadeurs, de ces collaborateurs qu'on mobilise. Alors justement, on a Franck avec nous chez PEM. Toi, Franck, justement, si demain tu devais t'adresser à des élèves, créer des vocations, qu'est-ce que tu mettrais en avant chez PEM? Comment tu t'y prendrais? Tu parlerais de ton parcours? Ben, disons que moi j'avais, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai un parcours un peu particulier parce que ça fait 27 ans que je suis dans la même boîte. J'ai travaillé essentiellement en 3-8. Donc bon, c'est quand même un rythme de travail particulier. Donc ce rythme 3-8, c'est pas évident quand même de le mettre en avant. Ça repousse beaucoup de jeunes. Donc après, ben, on essaye de dire que c'est quand même la joie de vivre de travailler à PEM. Parce que bon, on a des bonnes équipes, on s'entend bien. Après, bon, la direction fait des efforts au niveau de... On a une prime d'intéressement intéressante, on a des primes vacances, on a un 13e mois, donc voilà, il y a des choses qui ont été mises en place et c'est vrai qu'on le dit aux jeunes, voilà, venez à PEM, mais bon, c'est pas évident parce que pour beaucoup de choses, essentiellement, bon après il n'y a pas que le 3-8, mais essentiellement le rythme 3-8 arrête un peu les jeunes pour ça. Mais sinon après voilà, bon comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même voilà, dans une région où on a la joie de vivre, on a quand même il y a quand même des choses à faire, donc on peut profiter de tout ça. On n'est pas trop loin du travail, donc voilà, par rapport à ce qu'on voit en ville, c'est sûr qu'on leur dit, essayez de rester. Après, il y a toujours le souci d'avoir des compétences et de dire, ben voilà, moi c'est juste une étape pour moi et je ne veux pas rester à PEM. Après, heureusement, ils se rendent compte que finalement, ils sont bien et ils restent. Mais après, voilà, c'est quand même compliqué. C'est top, en tout cas, ce témoignage, j'espère que ça a été enregistré. C'est typiquement le type de témoignage qui fait du bien à entendre et qui attire, puisque c'est le témoignage d'un salarié qui est là depuis pas mal de temps, beaucoup de temps. Et donc, c'est un témoignage hyper inspirant pour un candidat qui chercherait à se projeter au sein de l'entreprise. Donc voilà, moi, en tout cas, j'aurais adoré avoir le petit matériel qui va bien pour faire une petite vidéo, une petite interview. Donc top. Pascal, toi du coup chez TMA vous êtes présent sur 2 villes, du coup, enfin 2 communes, Langeac et Brioude. Donc il y en a une qui est un peu moins rurale que l'autre. Est-ce qu'il y a une différence en termes d'attractivité? Est-ce que la ruralité est vraiment un facteur moins attractif que... Est-ce qu'il y a une différence en termes d'attractivité entre ces 2 communes? Il n'y a pas une grosse différence, mais il y a une différence. On ne va pas forcément trouver précisément le même public à Brioude qu'on peut le trouver à Langeac. Après, c'est plutôt dans l'attractivité où faire venir des gens de Clermont ou d'Issoire sur Brioude. Sur Issoire, ça peut s'entendre. Sur Clermont, quand on est à Aubière, sur Clermont, on met le même temps pour aller à Chamalières que pour aller à Brioude. Mais ça se sait pas. Si jamais on leur parle de Langeac, c'est pas la peine. Clairement. C'est le temps de trajet en fait qui fait la différence. Exactement. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est un critère qui remonte pas mal, le temps. Voilà. Alors moi-même, je vis à Issoire et j'ai pas de problème pour venir à Langeac. Mais voilà, il va y avoir le temps qui est important. Et j'ai vécu à Paris aussi, Guillaume en a parlé pas mal. C'est moi qui vais me projeter dans ta carrière. Voilà. À Paris, on ne parle pas de kilomètres, on parle de temps pour aller à son boulot. Si on compare le temps qu'on met nous pour aller à nos entreprises, là où on travaille, c'est tout à fait raisonnable par rapport à un Parisien. Je veux dire, la question ne se pose pas. Mais ici, elle a quand même un facteur. En revanche, elle a un autre facteur que j'entendais juste avant, qui est le facteur kilomètre. Et le facteur, qui dit facteur kilomètre, dit facteur carburant, dit coût, et là ça devient vraiment compliqué maintenant.
En tout cas, c'est hyper intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte dans le choix d'un candidat pour son entreprise. Il y a la distance, il y a le temps, il y a la rémunération, les opportunités d'évolution, l'ambiance de travail, le côté hyper jeune, etc. Friendly, on va dire, pour prendre cet anglicisme de l'entreprise. Pour que ce soit un peu participatif sur la fin du coup de cette table ronde, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez vraiment pas, hein, si vous avez des questions, des remarques par rapport à même vos entreprises. Est-ce que certaines souhaitent réagir? Il y a une question qui n'a pas été évoquée, mais qui me semble dans certains cas importante, au moins on la vit dans votre domaine. La famille, parce qu'il faut attirer des gens venant d'ailleurs, qui ont une poste, par exemple on est ingénieur. Si la femme épouse un autre métier, comment ça se passe? C'est un frein? Comment vous arrivez à régler ce problème? Vous échangez entre vous pour voir les... Parce que je vous parle de ça parce que à SOG, on est en train de recruter des docteurs, on essaye, et très souvent il y a le problème du docteur, mais il n'y a pas que ça, il y a le problème de sa femme. Ou son mari dans l'autre sens, sans rien faire. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas de solution. On a la chance d'avoir Audrey avec nous, parce que c'était un choix familial justement. Oui. Que de venir s'installer ici. C'est vrai qu'au départ, moi j'avais pas trouvé de travail quand on est arrivé là. Et j'avais même fait, pour être honnête, un bilan de compétences à la fin, juste avant de venir, en me disant mais voilà, mais comment je vais faire? Je vais jamais trouver de boulot là-bas. Comment ça va se passer quoi? Et en fait, vraiment aujourd'hui, là, je suis surprise de me dire que j'aurais pu travailler dans plusieurs entreprises quoi. Et ça, c'est dommage que je l'ai pas su avant. Ça aurait beaucoup moins fait peur à ma famille. Je pense qu'il faut juste rassurer et donner des exemples concrets de toutes les entreprises qui s'y recrutent. Et en fait, qu'importe le niveau, j'ai l'impression que ça recrute à tous les niveaux. Je me demande s'il ne faudrait pas en tant qu'entreprise